Et nous allons ouvrir cette soirée avec un expert des TIC, pas les TIC qu'on attrape en forêt, mais les technologies de l'information et de la communication. C'est un ancien de l'informatique financière, de l'aéronautique, des télécoms, qui est aujourd'hui un entrepreneur engagé de la région. Il a une société qui se nomme iDurable, il en est le fondateur. Elle est née dans un incubateur qui se nomme Métadurable, que vous connaissez probablement et dont il est d'ailleurs président. Je vous demande d'applaudir Jean-Damien Beau, s'il vous plaît. Ah, il a des fans! Maman, regarde, tu sais, maintenant qu'on a un ordi, le nouvel ordi, j'ai eu une super idée. Ce qu'on va faire, ce que je vais pouvoir te faire, c'est mettre tes recettes de cuisine, et puis du coup, tu vas pouvoir les lire dessus, et puis comme ça, tu regarderas dans le frigo, et puis dans le frigo, tu verras ce qu'on a, et puis tu pourras rentrer les ingrédients, et ça te proposera des recettes. C'est super, hein. Tiens, regarde. Non, attention, t'as les mains pleines de farine, c'est le nouvel ordi. Ouais, ils sont en train de préparer le repas, oui, je vois. Ouais, c'est pas une super idée? Bon, ok, bon, tant pis alors, je vais faire autre chose. Cher Glandois, chère Glandoise, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Parce que cette histoire, elle m'a fait comprendre très tôt que la technologie pour la technologie, ça ne sert à rien. J'essayais de résoudre un problème qui n'existait pas avec une technologie qui existait, que je trouvais super. Donc, c'était moi, vous me voyez là. Donc, c'était moi, jeune, enthousiaste, informatique, c'est trop bien, et puis passionné. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis toujours passionné d'informatique, ça c'est clair, la technologie, j'adore ça. C'est pour ça que je suis entrepreneur aussi. Mais à part les cheveux aussi, et la barbe, aussi quelque chose qui a changé. Aujourd'hui, on pourrait penser que la technologie a évolué, et puis ce que je voulais faire à l'époque, les recettes de cuisine pour ma maman, ça existe. On a Internet, on peut aller chercher sur Internet, donc je peux prendre par exemple un site qui s'appelle Marmiton, où vous allez retrouver des recettes de cuisine. Hein. Vous pouvez rentrer des ingrédients, donc ça, la partie recherche, elle existe, elle est mieux que ce que j'aurais probablement pu faire avec mon grand ordi. Voilà. Par contre, quand vous allez chercher sur Marmiton, vous faites spaghetti bolognaise, vous avez 20 recettes de spaghetti bolognaise. Je ne suis pas sûr qu'on ait résolu le problème aussi bien que ça. Et vous êtes avec votre compagne, vous dites « Ah, mais au fait, tu avais pris quelle recette? Mais il y avait du citron ou pas dedans ?» Donc, effectivement, on n'a pas peut-être été aussi loin que ce qu'on aurait pu faire. Et puis, on a toujours le problème des mains pleines de farine. Vous essayez avec votre tablette, la tablette s'éteint. Vous dites « Ok, c'est pas mal, on a Siri. Siri, donne-moi la recette je ne sais pas si vous avez essayé de demander ça à Siri, mais pareil, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, on essaye de résoudre des problèmes toujours pareils avec la technologie, et la technologie non seulement n'est pas là, et puis en plus, ce qu'on peut voir avec Marmiton notamment, on a rajouté d'autres problèmes. Si vous regardez Marmiton, si vous n'acceptez pas les cookies, j'ai été voir avant de préparer cette intervention, il y a 250 partenaires de pub chez Marmiton. Donc moi, je ne suis pas sûr que je veuille savoir, dans des intérêts privés, avoir 250 entreprises que je ne connais pas du tout. Alors c'est pas vrai, il y en a une ou deux, Nestlé, Procter & Gamble, qui sont là listées. Je ne suis pas certain que je veux leur donner mes informations. Quand est-ce que je commence à manger? Quand est-ce que je commence ma recette? Est-ce que je mange trop gras, sucré, salé? J'espère qu'il n'y a pas d'assurance dans les partenaires. Mais voilà. Donc, en fait, on a rajouté même des problématiques. Et puis, il n'y a pas grand-chose, finalement, qui a changé. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont changé. C'est que je me pose quand même toujours la question, hein, bien sûr. Et puis, depuis ce temps-là, quand même chez moi, ce qui a changé,
c'est que je me suis rendu compte il y a 10 ans, j'ai commencé à prendre conscience de l'impact du numérique sur la planète. Et là, quand on commence à se renseigner sur cette partie-là, on se rend compte que 4% de nos émissions globales proviennent du secteur du numérique. Donc 4% des émissions de toute l'humanité, c'est le secteur du numérique. Pour vous donner une comparaison, l'aviation, c'est 3%. Donc le numérique pèse plus lourd sur la planète que le secteur de l'aviation. Il y a des discussions, j'en vois qui sourient, mais c'est important de retenir ce chiffre parce que pour moi, le numérique, c'était facile, c'était évident, ça existait, c'était tout simple. C'est quoi les impacts les plus importants du numérique sur la planète? On les connaît, c'est la production d'électricité. Donc il y a eu un rapport de Greenpeace, les chiffres sont un peu âgés, mais c'était 7% à l'époque de toute l'électricité qui servait au numérique, l'électricité mondiale. Donc ça, c'est un impact. On y pense facilement. Le deuxième impact, c'est les déchets. On produit des déchets, c'est monstrueux, le nombre de déchets qu'on produit, et puis ben, voilà, on remplace nos équipements. Et le problème qu'il y a, c'est qu'avec les équipements numériques, il y a beaucoup de petits éléments, un petit peu d'or, un petit peu d'éléments qui sont mis dans des composants qui sont extrêmement difficiles à recycler. Et puis si vous les brûlez, vous produisez du toluène qui est extrêmement polluant. Donc c'est vraiment un problème majeur. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais je sais que la Suisse avait malheureusement le triste record des déchets électriques et électroniques. Alors ce n'est pas uniquement l'informatique, mais c'est tout ce qui contient de l'électronique. On avait le triste record mondial devant les États-Unis de 26 kg par habitant et par an en Suisse. Donc clairement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. L'élément en plus dont je vous parlais, c'est que ces ordinateurs, ils contiennent des terres rares. Et les terres rares, on dit rares pourquoi ? Parce que justement, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, elles sont difficiles à trouver, elles sont difficiles à extraire. Et du coup, ça a un impact très important sur la planète. Enfin, le quatrième élément, on va dire négatif de l'informatique sur la planète, c'est le côté social. Nos jolis smartphones, ils sont fabriqués parfois par des entreprises qui font travailler les gens 6 jours sur 7. Donc ça, c'est un aspect social qui va bien au-delà de l'impact sur la planète, mais c'est quelque chose, petit à petit, qu'on commence à voir, et il y a des campagnes qui sont menées par les ONG là-dessus, et qui font prendre conscience de cet élément aussi. C'est un élément important à prendre en compte. Et puis tout ça est renforcé par la croissance des usages. Donc là, le dernier chiffre que j'ai vu, 7,5% de croissance prévue du secteur du numérique en 2022. Donc c'est quelque chose d'énorme. Pour parler des gaz à effet de serre d'une manière générale, et le numérique y contribue énormément, en 2021, après Covid, il y a eu un effet rebond, et il y a eu une augmentation de 6% globale des émissions sur la planète. Ça fait 36 gigatonnes. C'est un truc énorme. Si on compare par rapport à ce que j'ai regardé sur le site de Gland, 12 tonnes par habitant, ça fait multiplié par 3 milliards. Juste l'augmentation globale, donc ce n'est pas que le secteur du numérique, hein, c'est toute l'augmentation des gaz à effet de serre. Je pense que les intervenants suivants en parleront, c'est un truc énorme. Donc on n'arrive pas à freiner, et le numérique, voilà, croissance de 7%, ne freine pas vraiment. Bien sûr, le numérique a aussi des côtés positifs. Là, j'ai parlé des côtés négatifs. Il faut quand même dire, et ça c'est mon côté technophile qui revient, vous prenez Waze, vous allez éviter d'être dans des embouteillages majeurs, et puis donc vous avez des petits outils, même des outils très simples d'utilisation maintenant. Grâce à la puissance de l'informatique, ça vous permet d'éviter d'être dans les bouchons, donc d'éviter des gaz à effet de serre. Voilà. Alors,
C'est vrai surtout pour les véhicules thermiques. Les véhicules électriques, c'est un petit peu moins le cas parce qu'ils sont plus efficaces dans ce genre de situation. Mais quand même, c'est un truc qui est quand même énorme et très intéressant. Le deuxième aspect très positif des technologies de l'information, c'est le côté data. On est capable de gérer des données de manière incommensurable et beaucoup plus forte qu'avant. En fait, je vais vous donner juste 2 exemples rapidement. Le premier exemple, c'est le Covid. En fait, la pandémie, on a pu au moins réagir et anticiper en ayant des mesures et en ayant des données. Donc l'Organisation mondiale de la santé a récupéré des données de différents pays, etc. Alors après, il y a des discussions sur les données, hein, mais en tout cas, on les a, et ça nous a permis de réagir, ça a permis de mettre en place des politiques. Clairement, si on avait été sans les technologies de l'information, on aurait vu la vague passer, puis on aurait compté des millions de morts, comme les autres grosses épidémies qu'il y a eu en 1800, dans les années 1800, comme la grippe espagnole, etc. Donc ça, c'est un premier exemple. Il y a un deuxième exemple positif qui est le climat, justement. Aujourd'hui, pour modéliser l'évolution de la planète, on a énormément de capteurs partout, mais il faut des modèles. Il faut faire tourner les modèles, et on utilise la puissance de l'informatique pour prédire, ou en tout cas essayer d'avoir des scénarios climatiques. Donc ça, c'est le côté, on va dire, positif de l'utilisation du numérique, qui fait qu'on y arrive à le faire. Évidemment, si on était avec des tabelles et un stylo, on n'y arriverait pas. Un point où on peut revenir peut-être un peu plus localement aussi, sur des éléments qui sont intéressants. Il y a la société locale Vivent qui utilise la technologie pour, en fait, presque dialoguer, dialoguer, peut-être qu'ils en parleraient mieux que moi, mais dialoguer avec les plantes et avoir des données sur les plantes, et on peut voir les plantes qui réagissent à un prédateur ou un stimulus externe. Et ça, c'est grâce à la technologie et grâce aux données qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un point important. L'autre côté aussi qui est assez intéressant, qu'on peut prendre localement, ce sont les smart cities. Les smart cities, c'est de l'optimisation de processus, l'amélioration de la vie des entreprises, de la vie des Glandois, dans un périmètre local qui est permise par le numérique. C'est une utilisation raisonnée, raisonnable, intéressante du numérique. Là, ce qui est intéressant dans cet aspect-là, c'est que Gland intègre la participation des personnes de Gland, des Glandois et des Glandoises sur le site internet. Et moi, je pense que ça, c'est un élément très important. Parce que quand on sait le poids du numérique et les avantages, clairement, ça va nous conduire à quoi? Ça va nous conduire à faire des choix. On ne peut pas se dire que le numérique aujourd'hui, il est là et puis il ne coûte rien. Comme il coûte quelque chose, c'est une ressource importante, intéressante, qui a un poids sur la planète, autant l'utiliser aux choses qu'on pense être importantes. Et je pense, ça c'est un côté important pour moi, c'est le côté citoyen. Si les citoyens décident, c'est extrêmement intéressant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces choix-là, évidemment, on peut trouver des exemples d'applications du numérique qui sont un petit peu fous. On peut prendre cet exemple, par exemple, d'un magasin qui, sur sa porte, je crois que c'est Johanna qui m'avait dit ça l'autre jour, sur sa porte, cet exemple de magasin qui a mis un QR code pour avoir les horaires d'ouverture. Mais il n'y avait même plus les horaires d'ouverture sur la porte. Donc là, l'utilisation du numérique, vous imaginez, vous arrivez devant le magasin, vous voulez savoir s'il va ouvrir dans un quart d'heure, il faut sortir votre smartphone. Si possible, ça va aller chercher sur un serveur. Vous allez utiliser une énergie considérable, alors qu'avant, vous l'aviez sur la porte. Donc ça, pour moi, c'est l'exemple d'une digitalisation qui n'a ni queue ni tête, c'est clair. Voilà. Et puis, il va falloir choisir si oui ou non, on utilise cette puissance numérique pour faire de la pub ciblée. Chacun de vous, on va vous inciter ou va proposer de consommer plus. Donc, acheter plus d'éléments
et puis vous allez les utiliser, puis après vous allez dire « Ah ben non, de toute façon maintenant c'est plus à la mode » et vous allez les jeter? Est-ce qu'on continue à utiliser la puissance de l'informatique pour continuer à gérer cette société de consommation, ou bien est-ce qu'on part sur des choses un peu plus raisonnables? L'élément qui est quand même assez intéressant, c'est qu'ici, moi je trouve qu'on a de la chance, parce qu'on est dans un pays qui est a priori riche, on est dans un pays démocratique, on a des communes, des cantons, et puis un pays qui permettent aux citoyens de s'exprimer. Et donc pour moi, je pense que c'est une énorme chance. Je pense aussi que ça permet aux citoyens de dire oui, on veut garder une certaine souveraineté, on veut piloter, on veut orienter les choix des villes, des cantons, les choix politiques, parce que si on est aujourd'hui conscient du changement climatique, ben c'est là où on va aller. Et je pense que ça, c'est une chance. Et puis ça permet des débats qui sont sains. Est-ce qu'on va choisir la 5G, pouvoir faire un streaming du dernier Netflix au bord de la plage à Gland? Est-ce que c'est vraiment utile? Ou est-ce qu'on va utiliser peut-être la 5G pour faire de la remote, comme on dit, de la chirurgie à distance? Et moi, je pense que c'est là où l'enjeu va se trouver. Dans les entreprises de Gland, dans les actions des citoyens, dans les choix des citoyens. Et est-ce qu'on va aussi ralentir? Il y a le côté piégeux de je suis sur mon smartphone qui sonne pendant que je suis au forum à Gland. Donc il y a ces éléments-là où on est piégé par cette informatique. On attend que chacun réponde tout de suite sur son WhatsApp. J'ai des gens qui me disent « Mais attends, t'as pas répondu ?» Ben non, j'ai pas répondu à mon WhatsApp. À ton WhatsApp. Et vous avez 10 messages parce que vous n'avez pas répondu dans les 10 premières secondes à votre message. Et ça, on peut se poser la question. Est-ce qu'on ralentit? Donc ça, c'est peut-être une question personnelle et interne, mais c'est une question qui, à mon avis, est extrêmement valable. Dans les entreprises, c'est la même chose. Digitalisation pour digitaliser, mettre de la 5G partout. Encore une fois, l'exemple de tout à l'heure. Mais dans les entreprises, je pense que c'est intéressant de se poser la question de où est-ce qu'on veut digitaliser. Et peut-être on ne veut pas digitaliser. Il y a certains endroits où ça n'a peut-être pas de sens ni pour l'entreprise, ni pour la planète. Alors aujourd'hui, ma maman, elle a 81 ans, et de quoi elle a besoin? Elle a besoin de contact. Donc c'est clair qu'il y a des nouvelles technologies qui aident à rester en contact avec ses enfants, ses petits-enfants. Et puis, elle fait un peu de vidéo pour voir le petit dernier, etc. éventuellement. Donc ça, c'est un usage, mais c'est relativement raisonnable. Et puis, par contre, elle continue à utiliser son bon vieux cahier de recettes. Et elle en a même un qui vient de sa maman, donc de ma grand-mère, qui a traversé 100 ans. Je ne suis pas sûr que dans 100 ans, ma tablette, elle sera encore utilisable. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça. Si on revient à la question, donc, est-ce que la technologie va nous sauver ou pas? À mon avis, ça dépend de nous, ça dépend de vous, ça dépend de moi. Moi, j'ai déjà fait mon choix, mais ça dépend de nous. Merci Jean-Damien. Restez encore 15 secondes si vous êtes d'accord sur scène. Déjà, j'ai appris que vous étiez candidat en plus ce soir. Oui. D'accord. Donc bonne chance. Merci. Commencer. On croise les doigts. Jusqu'à un de vos projets dans les 18 projets qui ont été évalués par le jury. On va prendre une question de la salle, mais avant j'ai une question pour vous. Très concrète. Je vous amène dans un problème très concret. Ouais. Vous savez, dans la signature de mail, n'imprimez pas ce message et faites un geste à la planète. Ou pensez à la planète et n'imprimez pas ce message. Déjà vu ça? Oui. Voilà. Ce problème très concret, j'avais ça dans ma signature de mail aussi, et étude américaine, il y a 5 ans, c'est pas tout récent, qui montre que non, dans plein de cas, il vaut mieux imprimer le message que d'aller le reconsulter régulièrement sur un serveur. Et qu'il y a plein de cas où justement le faux ami écologique, ce serait de ne pas imprimer le message. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'à l'échelle individuelle, en mettant ça dans ma signature, j'étais sûr de faire juste, mais en fait, j'ai aucun moyen de savoir si c'est plus écolo, moins écolo, si d'aller voir cette vidéo sur ce site, ça a un impact plus grand que de regarder cette vidéo sur ce site. On n'a aucun moyen. Alors vous, qui êtes un expert de ce secteur-là,
Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour évaluer quand vous faites quelque chose sur Internet, quand vous avez une utilisation du numérique, qu'est-ce que vous avez comme moyen très concret pour évaluer l'impact que ça a? Alors en fait, c'est une excellente question parce que on est confronté à ça à partir du moment où on a commencé avec e-durable, donc c'est en 2015, on a eu cette question-là. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir prouver, montrer, mesurer? Et je dirais qu'il y a de plus en plus d'informations qui est disponible. Alors il y a peut-être aussi des fausses informations. Dernièrement, il y a eu une circulation. Qu'est-ce que vous pensez de mon info sur imprimer le mail? Oui, non, mais c'est exactement le genre de choses qu'on peut se poser. C'est la même chose que de dire on digitalise pas. C'est la même chose que de dire est-ce que je mets mon serveur dans un cloud? Parce que du coup, je vais avoir besoin d'un réseau qui est là tout le temps. Ou alors, est-ce que je mets mon serveur chez moi, dans mon entreprise? Et en fait, vous nous avez donné aucun truc. Comment est-ce que concrètement on fait, même quand on est un expert, hein, ce qui est de loin pas le cas, pour avoir une idée de l'impact qu'a telle ou telle action sur Internet, par exemple? Il y a une façon très simple. C'est d'être plus sobre. Donc c'est clair que voilà, pour cet élément-là, honnêtement, je n'ai pas la réponse de l'impression. Il faudrait voir le cycle du papier. Et puis, est-ce que vous l'imprimez avec une imprimante, avec des encres plus écologiques? Donc, c'est jamais des questions simples. Ceux qui font de l'analyse de cycle de vie de produits le savent très bien. C'est extrêmement compliqué. C'est une analyse. Donc là, pour répondre à cette question-là, il faudrait faire une analyse qui serait d'ailleurs peut-être intéressante à faire. On a quelques étudiants EPFL qui ont fait quelques analyses pour nous, pour la durée de vie, par exemple, des serveurs par rapport à un serveur nouveau qui est plus efficace électriquement parlant. Mais il faut faire des analyses. On ne peut pas y répondre comme ça. Je suis désolé de ne pas avoir tout de suite c'est une réponse. L'absence de traçabilité et le fait qu'il faudrait à chaque fois qu'on se connecte sur un site internet demander à quelques étudiants de l'EPFL, c'est déjà un bon indicateur sur l'impossibilité d'avoir une idée de l'impact du numérique sur chaque action. Mais c'est intéressant. Mais ce qu'on sait intuitivement, c'est que la réduction est toujours bonne. C'est-à-dire que voilà, réduire son utilisation, c'est toujours quelque chose de positif. Ça, on a bien compris. On prend une question dans la salle. Ça va toujours être compliqué d'avoir la première question. Très bien. Madame, je crois qu'on a un micro à vous amener et on entend volontiers votre question. Merci beaucoup. Bonsoir, merci Myriam Ernst, Prima. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette décision de la Confédération de mettre les clouds, je ne sais pas comment on dit dans le langage technique, mais le cloud à l'étranger confié au GAFA, le soin de... Alors j'adore cette question. Moi, je suis un fervent défenseur de la souveraineté numérique. Je pense qu'il est extrêmement important d'avoir un numérique local, responsable si possible. Donc, voilà. Mais c'est clair que pour moi, il y a toujours des aspects juridiques qui entrent en jeu. Et je suis je milite pour une souveraineté numérique. Ça veut dire des clouds qui sont suisses, avec des entreprises suisses, locales, qui dépendent d'un cadre juridique suisse, parce que c'est un enjeu majeur. On le disait tout à l'heure, on arrive à mesurer un certain nombre de choses, que ce soit le climat, que ce soit d'autres éléments. Il est indispensable que ce soit les citoyens et le pays qui puissent contrôler son numérique. Merci beaucoup. On l'applaudit, Jean-Damien Beau, merci beaucoup.